Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignez actuellement pour cette visioconférence organisée en partenariat entre l'Agence française de développement, l'AFD et l'IRIS, intitulée États-Unis, Amérique latine, quelle perspective après l'élection de Joe Biden, le nouveau président, le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Et donc, nous allons pour cette conférence avoir le plaisir d'échanger à quatre personnes que je vais vous présenter. Donc, je vais commencer par moi-même. Donc, je m'appelle Christophe Ventura. Je suis directeur de recherche à l'IRIS en charge du programme Amérique latine Caraïbes de notre institut. Et donc, je suis le rédacteur d'une note d'analyse qui a été réalisée pour le compte de l'AFD et qui est précisément le thème de ce soir. Alors, note d'analyse qui est même, j'ai envie de dire, un peu en exclusivité, enfin pas tout à fait, parce qu'on l'a publié sur le site, mais elle vous est donnée à disponibilité à toute personne qui participe ce soir dans l'onglet que vous trouverez à droite de votre écran et qui s'appelle Documents à distribuer. Vous trouverez chacune et chacun à l'intérieur ce document en format PDF que vous pourrez lire peut-être pendant la réunion, le feuilleter tout du moins et le lire après, et qui va être un peu le support, la base de notre discussion. Donc moi, je vais en présenter un petit peu les grandes lignes, mais avant ça, on aura une intervention d'Anthony Cobin, qui est économiste en chef au département Amérique latine Caraïbes de l'Agence française de développement, et Anthony va intervenir pour exposer un petit peu finalement quel est le sens de ce partenariat entre l'AFD et l'IRIS et pourquoi au fond ce sujet intéresse l'Agence française de développement. Ensuite donc je présenterai un peu les conclusions de mes travaux, et ces conclusions seront librement discutées et enrichies par deux interventions, celle de Marie-Cécile Nave, qui est également directrice de recherche à l'IRIS, qui est spécialiste des États-Unis, qui est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je vais en mentionner trois. Le dernier qui s'appelle La démocratie féministe, réinventer le pouvoir, chez Calment Lévy. Le précédent qui s'appelait Trump, la revanche de l'homme blanc, chez Textuel. Et puis, elle est aussi l'auteur d'un ouvrage qui fait partie d'une collection Iris Erol qui s'appelle Géopolitique des États-Unis et qui date de 2018 et que vous pourrez également trouver. Donc Marie-Cécile interviendra librement sur la note et puis de manière plus générale sur ce que lui inspire peut-être les premières journées et les perspectives de cette nouvelle administration états-unienne. Et puis enfin, Louise Delacaillé interviendra dans le même esprit et peut-être plus sur les perspectives de l'administration américaine du point de vue du Mexique, puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir donc Luis de la Calle, donc qui est mexicain, qui est économiste, qui est également l'ancien sous-secrétaire aux questions commerciales, aux négociations commerciales du ministère de l'économie mexicain, et à ce titre, il a également été l'un des principaux négociateurs d'un énorme accord de libre-échange qui fut le premier d'ailleurs aussi grand à l'époque, qui est tout simplement l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, comme on dit en français. Et donc, il fut l'un des principaux négociateurs, accord qui a été réactualisé, renégocié d'ailleurs sous la mandature de Trump et de monsieur l'ancien président mexicain Enrique Peña et Andrés López Obrador lorsqu'il a pris la direction du pays. Et donc, on aura un échange avec Louise Lacaillé. Ensuite, il nous restera une bonne demi-heure, 40 minutes normalement, pour pouvoir échanger avec vous, que nous ne voyons pas, mais nous savons que vous êtes présents. Vous pouvez envoyer vos questions dans l'onglet questions qui est à votre droite, et je sélectionnerai les questions pour pouvoir les poser à nos invités et entamer une forme de dialogue avec vous. Voilà, donc je cède la parole immédiatement, puisque le temps nous est compté, nous avons jusqu'à 20 heures précises. Je cède la parole à Anthony Cobin donc, pour nous exposer un petit peu ce partenariat entre l'AFD et l'IRIS. Merci beaucoup, Christophe. Je me permets de te saluer, toi, ainsi que toute l'équipe de l'IRIS qui a préparé cette conférence avec brio, comme d'habitude. Donc, c'est toujours agréable d'évoluer dans un tel cadre malgré le format distanciel. Je salue, je remercie également Marie-Cécile Nave ainsi que Louise Delacaillé pour avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Nous en sommes très heureux et nous allons écouter leurs analyses avec beaucoup d'attention. Bonjour à toutes et à tous donc, qui nous écoutez. C'est un vrai plaisir pour nous que de pouvoir être parmi vous ce soir et de voir qu'il y a autant de monde, nombreux passionnés par ce sujet ô combien d'actualité. C'est la seconde rencontre aujourd'hui organisée conjointement par l'IRIS et le département Amérique latine de l'Agence française de développement. Nous espérons continuer dans le futur car le succès ne se dément pas.
Ces rencontres se réalisent chaque année, c'est la deuxième. On a fait une l'année dernière dans le cadre d'un partenariat qui est construit maintenant depuis 4 ans et qui porte principalement sur la production de connaissances à travers la publication de notes et d'analyses de conjoncture spécifiquement dédiées aux questions géopolitiques en Amérique latine. Et ces notes sont écrites par Christophe Ventura, que je remercie encore pour son appui. Donc, pourquoi un tel partenariat entre l'IRIS et l'AFD? Je dirais que c'est très naturel. En tant que banque publique de développement, l'AFD finance des États, des villes, des collectivités et des entreprises publiques partout dans le monde, une dizaine en Amérique latine, des financements en faveur des objectifs de développement durable, ce qu'on nomme les ODD classiquement, donc à savoir tout ce qui touche aux questions de climat, de transition énergétique, de biodiversité, mais aussi d'éducation, de santé ou de réduction d'inégalités entre les personnes. Et sur ces sujets, il est bien évident que la connaissance des environnements dans lesquels nous travaillons est primordiale. Pour prendre un exemple que nous allons traiter dans quelques minutes, l'évolution positive ou négative des relations diplomatiques et économiques entre les États-Unis et Cuba impacte directement nos activités au quotidien. Quand un pays est placé sur une liste d'États qui soutient le terrorisme, comme ça a été le cas il y a une dizaine de jours, vous pouvez imaginer que cela pose des questions concrètes quant à notre manière de travailler avec le pays en question. Autre exemple, lorsque la Banque interaméricaine de développement, la BID, qui est la principale institution multilatérale du continent, mais aussi notre principal partenaire dans la région, lorsqu'il y a à sa tête un désormais ex-conseiller diplomatique de Donald Trump, connu pour ses positions dures sur de nombreux sujets, cela peut aussi avoir potentiellement des conséquences sur notre institution et sur notre manière de travailler dans la région. Donc ce partenariat et les éclairages qu'il nous fournit nous apportent une expertise bienvenue que nous partageons également nous-mêmes auprès de toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons en France, en Amérique latine. Ces publications sont traduites à chaque fois en espagnol et partagées globalement. Et ainsi, nous avons pu travailler sur de nombreux sujets ces dernières années, travailler sur le multilatéralisme, les alliances régionales, l'évolution des systèmes de protection sociale. Nous avons couvert les cycles électoraux, on a travaillé sur des cas pays particuliers, on pense notamment à des papiers qu'on a fait sur Cuba, sur le Venezuela, et plus récemment, bien sûr, nous nous sommes intéressés aux conséquences économiques et politiques de la crise sanitaire dans la région, car notre souhait est toujours de coller aussi à l'actualité. Donc, en parlant d'actualité, quoi de plus actuel que d'évoquer aujourd'hui les enjeux posés par le changement de président et de majorité aux États-Unis sur les dossiers latino-américains. C'est pour ça que nous avons choisi ce sujet. C'est l'objet de la note publiée aujourd'hui que vous pouvez donc télécharger dans l'onglet comme l'a mentionné Christophe. C'est l'objet du débat de ce soir et je laisse donc la place aux spécialistes. Donc voilà, merci à tous, excellente conférence et à tout à l'heure j'espère. À toi Christophe. Merci beaucoup Anthony. Écoutez, je vais donc essayer de vous présenter un petit peu le fruit un peu de ce travail sur cette question. Que veut dire, que signifie finalement l'arrivée à Washington de Joe Biden et de son administration pour l'Amérique latine? On va essayer un petit peu d'approfondir ça. Alors, je ne vais pas vous exposer, disons, point par point le document, puisque vous pourrez, j'espère, si vous intéresse, le lire en détail, mais en tout cas, disons, identifier, souligner quelques lignes directrices, en tout cas d'analyse qu'on peut avoir au-delà d'un nombre d'éléments factuels. Alors, déjà, de qui parlons-nous? Joe Biden n'est pas du tout un inconnu en Amérique latine, bien au contraire. Il est, on peut même dire, de tous ses prédécesseurs depuis le premier président américain, celui qui connaît le mieux, en réalité, l'Amérique latine. C'est une région qu'il a visitée moult fois, une quinzaine, 16 voyages pour être précis. J'entends 16 voyages officiels en fonction, différentes fonctions. Rappelons que Joe Biden a une carrière politique très très longue derrière lui. Il a été, entre autres, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain et à ce titre, il a beaucoup travaillé et beaucoup suivi certains processus en Amérique latine, j'y reviendrai. Il a également été, on le sait tous, le vice-président de Barack Obama, pour lequel il était en réalité l'émissaire de Barack Obama en Amérique latine, tandis que Hillary Clinton et John Kerry, dans leur rôle respectif de secrétaire d'État, étaient plutôt sur les autres dossiers internationaux. Biden était l'homme de l'Amérique latine pour Barack Obama. Et puis, donc, désormais, 46e président des États-Unis, on a la personne qui connaît le mieux cette région. Alors, son nom est vraiment associé
à des processus importants dans lesquels son pays a été engagé depuis au moins une vingtaine d'années, hein, depuis le début des années 2000. Biden est directement, son nom est associé, a été l'un des artisans, en particulier ce qu'on appelle le plan Colombie, avec la Colombie, qui visait à lutter contre le narcotrafic et à construire, en tout cas dans la doctrine américaine, plus de stabilité politique en Colombie, le plan Colombie. Puis après, sa deuxième version, en quelque sorte, qu'avait lancé Obama, justement, qui s'appelait le Peace Colombia, qui avait commencé. Il a été associé aussi, Biden, au programme Alliance pour la prospérité, qui s'inspirait lui-même d'une doctrine Kennedy sur justement, qui s'appelle Alliance pour le progrès, qui visait à lutter contre les maux MAUX sociaux et économiques pour éradiquer d'autres problématiques comme celle de la violence, du narco et des cartels, etc. Il a mis en place un plan qui s'appelait donc l'Alliance pour la prospérité, qui était à l'attention de 3 pays en particulier qu'on appelle les pays du triangle nord en Amérique centrale, qui sont le Honduras, le Guatemala et le Salvador, dont je vais reparler un peu plus tard, qui est un plan qu'il a mis en place en 2014 et qui a été démantelé littéralement par Donald Trump lorsque ce dernier a pris les rênes de Washington. Et puis, il est associé aussi avec Obama à la normalisation, au processus de normalisation des relations diplomatiques avec Cuba, qui également date de 2014 jusqu'à 2016, avant que précisément encore Donald Trump ne revienne en arrière sur ce processus. Donc, vous voyez que Biden n'est pas un inconnu en Amérique latine, et j'ai envie de dire, surtout dans la zone, disons, traditionnelle d'influence première des États-Unis sur le sous-continent, qui est plutôt cette zone constituée par le Mexique, l'Amérique centrale et la Caraïbe. Et c'est ça qui forge le premier pilier, j'ai envie de dire, des projets de Biden pour ces 4 ans à venir. Parce que Biden a un projet, a plusieurs projets pour l'Amérique latine. Il en a beaucoup parlé, en tout cas relativement parlé pendant sa campagne électorale. Il a commencé dès le premier jour où il est arrivé au pouvoir, eh bien, le 20 janvier dernier. Les premières décisions qu'il a prises concernent une partie des Centra-Américains, du Triangle Nord et puis du Mexique, et aussi d'ailleurs de la Caraïbe sur la question des migrations. Je vais y revenir. Donc c'est vraiment cette zone-là qui est un peu j'ai envie de dire la zone sur laquelle la politique Biden va d'abord s'exercer. Alors, Biden a 3 dossiers sur l'Amérique latine, en tout cas, encore une fois, explicités avant qu'il ait pris le pouvoir. Le premier, je viens de vous le dire, c'est l'Amérique centrale, la Caraïbe, à travers la volonté de mettre en place un agenda multilatéral sous-régional qu'il voudrait être un agenda positif, inclusif des pays concernés, contrairement eh bien, à la méthode Trump, qui a consisté, au-delà d'une certaine forme de désintérêt stratégique pour l'Amérique latine pendant 4 ans, a surtout proposé pour la zone centra-américaine, mexicaine et caribéenne une politique de répression commerciale et migratoire, soit ponctuelle, soit permanente, une politique aussi, c'est le deuxième niveau, j'ai envie de dire, de la fusée de la politique américaine, une politique d'intervention politique sur 2 dossiers, Cuba et Venezuela, ça c'était sous Trump, et ce sont aussi les 2 autres dossiers que Biden a inscrits à son mandat pour l'Amérique latine de manière explicite. Ce sont ces 3 sujets-là qui constituent la feuille de route de Joe Biden aujourd'hui en Amérique latine. Et donc, je vais un petit peu maintenant décliner ces 3 dossiers-là. Alors, je vous ai dit, il veut mettre en place un agenda multilatéral sous-régional, Joe Biden. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement de proposer aux pays centra-américains, mexicains et caribéens de travailler avec les États-Unis à la résolution d'un certain nombre de problèmes que Joe Biden identifie en réalité comme étant les priorités et les problèmes, voire les menaces qui concernent les États-Unis au premier chef et qui sont donc de ce point de vue-là des thèmes de politique extérieure, mais avant tout des thèmes de politique intérieure. Ces thématiques, il les a définies, Biden, c'est le changement climatique, c'est les migrations massives, hein, c'est le terme qu'il emploie lui, Biden, les migrations massives, ce sont les défis technologiques, tout ce qui est lié à la 5G, etc. C'est aussi la démocratie, la défense et la promotion des droits de l'homme qu'il considère comme étant attaqués, abîmés, par à la fois à l'intérieur le trumpisme, hein, et puis aussi certaines forces qui sont avec le trumpisme comme le suprémacisme blanc, l'alt-right comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire les mouvances d'extrême droite, etc. Mais aussi à l'extérieur, la corruption aussi, qui est un sujet qui fait partie des thématiques internes
aux États-Unis, mais surtout à l'extérieur, et puis à l'extérieur, justement, attaquer démocratie et droits humains par ce qu'ils considéraient être des régimes autoritaires, des régimes corrompus. Et là, il y a à la fois dans cette catégorie, du point de vue du nouveau président, la Chine, la Russie, le Venezuela, Cuba pour l'Amérique latine. Donc voilà un peu la perception, la conception qui préside un petit peu à ce que veut faire Joe Biden dans la région. Mais je crois qu'on peut dire qu'il faut aussi ce qu'il va faire dans la région centra-américaine, mexicaine et caribéenne, parce que je crois que pour Biden, c'est un peu comme une sorte d'exemple qu'il veut donner à l'échelle sous-régionale d'une méthode et d'un projet qu'il veut développer à l'échelle internationale, c'est ce fameux multilatéralisme, c'est-à-dire opposé à l'unilatéralisme comme méthode qu'avait Trump, un multilatéralisme qui peut partiellement converger sur les objectifs, contenir la Chine, la Russie, défendre contre Cuba, le Venezuela, etc., traiter la question des migrations, mais avec une autre méthode, qui est une méthode multilatérale, qui va associer les États, qui va aussi avoir, et c'est important, pas la dimension répressive de certaines politiques de Trump, en particulier sur l'immigration, mais il veut faire de cet exemple quelque chose comme un cahier de brouillon, si vous me permettez l'expression, peut-être, pour travailler à montrer la manière dont il veut, à travers le multilatéralisme, restaurer la crédibilité, le lien de confiance des pays supposément alliés des États-Unis ou traditionnellement alliés avec eux, qui a été échaudé, abîmé par Trump, restaurer ça en vue de restaurer, in fine, le leadership des États-Unis dans une conception qui est finalement assez traditionnelle, qui est la conception de l'hégémonie libérale américaine et qu'il veut restaurer à travers cette méthode multilatérale. Et donc, il propose de le faire en Amérique centrale autour d'une question, parmi celles que je vous ai données, qui sont un peu ces thématiques générales. La question prioritaire avec les Centra-Américains, c'est la question donc des migrations qui va être au cœur de la politique de Joe Biden. Alors, il a lancé une série de décrets, vous avez vu dans la presse certainement, annulant les politiques les plus répressives de Donald Trump en la matière, en annulant le financement du fameux mur avec le Mexique, qui en réalité n'a jamais d'ailleurs été au bout de ce qu'avait dit Trump. Enfin, en tout cas, les financements ont été arrêtés. Il a pris des décrets pour arrêter tout ce qui permettait de séparer les familles de migrants sans papier arrivés aux États-Unis. Il a promis qu'il allait rétablir le statut temporaire des mineurs migrants qu'on appelle les Dreamers aux États-Unis, qui sont arrivés aux États-Unis mineurs et dont Trump avait enlevé le statut temporaire de protection. Il va le rétablir. Donc ça, c'est une première gamme de décisions qu'a pris Joe Biden. Mais il a aussi annoncé un plan qui était déjà prêt pendant sa campagne, qui s'appelle le plan Biden pour la prospérité à l'Amérique centrale avec les peuples centra-américains. Ça, c'est un gros morceau de ce que veut faire Joe Biden dans les semaines et mois qui vont arriver. Eh bien, il s'agit tout simplement de lutter contre ce qu'il considère être les racines des migrations, c'est-à-dire la pauvreté, la corruption des États, la faiblesse institutionnelle des États, la mauvaise gouvernance, et puis aussi la lutte contre le narcotrafic. Et donc, c'est ça qu'il veut prioriser, Joe Biden, en proposant un plan de lutte contre ces phénomènes-là plutôt que des plans de militarisation ou de surenchère de militarisation permanente dans ces pays du Triangle Nord, mais aussi en imposant au Mexique, comme c'était le cas avec Trump, une gestion militarisée aussi des frontières sud du Mexique avec les pays centra-américains et de la frontière nord avec les États-Unis pour un peu relâcher cette pression sécuritaire et aller plus sur des programmes qui viseraient à lutter contre les phénomènes dont je vous ai parlé. Alors comment on fait ça? C'est une stratégie globale que veut mettre en place Biden, qui associe les États de la région dans un cadre multilatéral et qui les co-responsabilise sur la définition des objectifs, sur la mise en place des objectifs, qui combine à la fois des financements américains. Biden a promis d'ores et déjà 4 milliards de dollars pour ce plan Biden sur 4 ans, 1 milliard par an, qui sont à la fois des fonds du Congrès, à la fois des prêts bancaires, alors des banques américaines bien sûr, mais aussi des banques multilatérales comme la BID dont parlait en introduction tout à l'heure Anthony, avec la difficulté qu'Anthony a pointé d'avoir à la tête de la BID, donc qui est la Banque interaméricaine de développement, le premier non latino-américain à en être président, qui s'appelle Mauricio Claver Caron, qui a été imposé par Trump, qui était un peu un des faucons de Donald Trump sur l'Amérique latine, très anti
avec des positions très fortes contre la Chine, Cuba et Venezuela, et qui l'a placé à la tête de cette institution qui est née en 1959 pour en gros avoir le mandat de contrer l'expansion financière chinoise dans la région, avec la promesse de renforcer le capital de la BID et de proposer aux Latino-Américains des prêts de la BID conditionnés à une préférence commerciale avec les États-Unis pour empêcher les banques chinoises de continuer à avancer. Alors, va-t-il continuer à avoir la confiance de Joe Biden, Monsieur Caron, ou pas? Va-t-il avoir gain de cause? C'est une question qui est posée, à laquelle je n'ai pas la réponse, mais c'est une question ouverte, sachant que le nouveau président de la BID ne fait pas du tout de l'unanimité. Peut-être Ouza Kaye réagira là-dessus dans la région, quelle que soit la couleur politique des gouvernements d'ailleurs, puisque ça a été assimilé assez largement à un coup de force de Donald Trump contre une tradition qui visait à mettre à la tête de cette institution multilatérale des latino-américains. Donc son plan Biden, c'est de combiner des financements américains, mais aussi d'associer les États à la définition, je vous le disais, des objectifs et de leur mise en place, de faire en sorte que les États en question bénéficiaires des fonds puissent aussi eux-mêmes produire des ressources propres pour financer le plan. Ce n'est pas que, en gros, de l'aide et de la subvention américaine à des gouvernements. Les gouvernements doivent faire des réformes fiscales pour eux-mêmes trouver les financements et mettre en place donc les objectifs définis et voulus par Washington, qui vise à terme donc d'éradiquer ou en tout cas de tarir les raisons qui produisent les flux de migrants vers les États-Unis. Nous parlons d'un pays, les États-Unis, où la communauté hispanique est de 60 millions d'individus, dont 40 millions d'origine mexicaine. Mais aujourd'hui, depuis plusieurs années, les principaux migrants viennent d'Amérique centrale et non plus du Mexique, contrairement parfois à ce qu'on peut avoir comme image médiatique en France. Donc, c'est ça le grand plan. Il veut faire en fait de l'Amérique centrale des pays de classe moyenne, Joe Biden. Alors, c'est pas très nouveau en réalité comme plan. C'est un peu la tradition démocrate. Kennedy avait fait ça avant lui. Ils avaient essayé en 2014, je vous l'ai dit tout à l'heure, de le faire. Ça a été avorté avec l'arrivée de Trump. Enfin, c'est la relance de ce plan-là qui va avoir des conséquences politiques parce que ça va relâcher la pression sur le Mexique par rapport à la pression sécuritaire que devait gérer López Obrador demandé par Trump, mais ça va poser aussi des problèmes nouveaux, mais je laisserai peut-être Louise Caillé aller plus loin, parce que finalement cet agenda multilatéral engage des questions sur le changement climatique aussi, sur les migrations, je vous l'ai dit, mais aussi sur la transition énergétique, parce que Biden adosse finalement ce plan de conversion générale et de relance économique par la transition des économies centra-américaines vers des économies plus propres, de transition énergétique face au changement climatique. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui, du point de vue de Mexico, pourrait être perçu comme une forme, disons, d'interférence accrue de Washington dans les affaires intérieures mexicaines, puisque López Obrador, lui, voudrait développer, par exemple, le domaine du secteur énergétique, et en particulier pétrolier mexicain. Il a une politique qui peut-être n'est pas tout à fait en ligne avec celle que souhaite développer Biden sur ces dossiers, et donc peut-être que ça créera aussi quelques tensions. Donc c'est un sujet qu'il faudra suivre. Alors, je pense que Biden va beaucoup mettre en valeur ce plan qu'il va lancer avec les Centra-Américains, parce qu'encore une fois, c'est peut-être là une méthode, une manière de travailler qui va après faire des petits ou chercher à être un exemple pour d'autres processus que Biden voudra conduire au niveau de sa diplomatie internationale autour de questions importantes qui sont celles des migrations, de la violence, du narcotrafic, etc. Donc il faudra suivre ça. Cuba, Venezuela, et je vois que le temps avance. En gros, on va avoir quoi? Cuba, Venezuela. Pour résumer, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Bon, sur Cuba, vous avez vu que Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État, à quelques minutes de la fin du mandat de Trump, a remis Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Alors, Biden va avancer, il a des objectifs là aussi, c'est de revenir à la doctrine Obama, d'aller vers une forme de normalisation des relations avec Cuba, avec l'objectif que c'est parce qu'on va ouvrir l'économie cubaine, y faire entrer des capitaux internationaux, amener les Cubains là, au système de la société de consommation, que finalement, eh bien, il y aura une aspiration, une liberté qui fera qu'ils ne voudront plus du système politique qui préside aujourd'hui à Cuba. C'est en gros ça le schéma. Alors que va faire Biden et que peut-il faire à Cuba? Il a annoncé la révision
de la politique américaine à Cuba. On va certainement aller vers un schéma où il y aura un assouplissement en fait de l'embargo et des mesures qui ont été prises dans le cadre de l'embargo. Il n'y aura pas la fin de l'embargo, il va maintenir l'embargo, Biden, mais il va en assouplir, comme avait fait Obama, certains aspects. En particulier, il devrait avancer sur la levée des restrictions qui sont faites aux voyageurs américains qui veulent aller à Cuba pour faire du tourisme, ou les cubano-américains qui veulent aller voir leur famille. Il va leur permettre de pouvoir le refaire, ce qui va par ailleurs à Cuba permettre l'arrivée de devises financières du tourisme, qui est très important, qui est même vital pour Cuba. Il va permettre certainement des envois de fonds, ce qu'on appelle remessas, des familles cubano-américaines vers leur famille cubaine. C'est tout à fait important. Il va rétablir certainement une section consulaire à la Havane. Vous savez peut-être que Trump l'avait mise à la Guyana. Ça veut dire s'il n'y a pas de section consulaire, c'est-à-dire pas de passeport, et donc impossibilité pour les Cubains de voir leur famille, les cubano-américains, effectivement. Donc rétablissement d'une section consulaire. Et puis il y aura le débat sur certainement la remise en cause du titre 3 de la loi Helms-Burton. Alors c'est un peu technique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la partie de l'embargo qui permet à la justice américaine d'intenter des actions judiciaires contre toute entreprise dans le monde qui commerce avec Cuba. C'est ça que ça veut dire. Ce qu'on appelle une loi extraterritoriale, qui est une enfreinte, qui enfreint le droit international et qui est une sorte de privilège américain qui pose beaucoup de problèmes au-delà du cas cubain d'ailleurs, mais c'est à Cuba et pour Cuba que ça a été inventé historiquement et appliqué. Alors, Biden va certainement remettre ça en cause, donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses. Et puis restera la question de savoir s'il va pouvoir enlever le pays de la liste des États soutenant le terrorisme. Je pense que oui, mais pas tout de suite, certainement plus à moyen terme, parce que cela va exiger de Biden un débat au Congrès, parce que c'est le Congrès qui va en décider. Et au Congrès, les choses sont compliquées. La majorité de Biden au Sénat tient à une seule voix, celle de sa vice-présidente, et la question cubaine fait l'objet de forts lobbies anti-Cuba, aussi bien au sein des démocrates que des républicains. Donc le thème est miné pour Biden. Ça ne va pas être simple, et derrière l'enjeu, c'est encore une fois une question de politique intérieure. C'est la Floride et ses 29 grands électeurs pour l'élection présidentielle, mais c'est aussi la Floride pour les midterms, comme on dit aux États-Unis, où déjà, alors qu'il a perdu de peu contre Biden, contre Trump, la politique cubaine peut faire pencher la Floride chez les républicains. Donc il va être prudent sur tout ça et il va essayer d'avancer là-dessus. Pour le Venezuela, je pense que la situation, pareil, on ne pourra pas avoir de grands changements rapidement. Pour l'instant, les États-Unis considèrent toujours que Nicolas Maduro est un dictateur brutal, c'est les mots d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État. Il continue de reconnaître, à la différence de l'Union européenne, j'en parle en détail, ça dans ma note, l'Union européenne ne reconnaît plus Juan Guaido comme le président par intérim, mais comme un interlocuteur privilégié parmi d'autres. C'est une bifurcation très importante. Les États-Unis ont annoncé qu'ils continuaient de le soutenir. En même temps, les États-Unis vont certainement avoir moins un rôle d'intervention directe politique comme avec Trump, mais plutôt se situer sur l'humanitaire, c'est-à-dire permettre qu'il y ait de l'ouverture humanitaire. Ils vont certainement réviser leur politique de sanctions pour que ces sanctions visent des dirigeants du gouvernement, mais plus des opérateurs économiques, ce qui revient finalement peut-être à ouvrir un peu, à assouplir là aussi les sanctions qui pèsent sur le Venezuela, qui asphyxie cette économie en crise. Donc c'est un changement qui peut être assez important à moyen terme. Ils vont certainement aussi, les États-Unis, tolérer et peut-être même faciliter dans l'ombre des processus qui viseraient finalement à relancer un dialogue multipartite au Venezuela, c'est-à-dire y compris avec le gouvernement, pour aller vers une négociation politique qui, du point de vue des Américains aujourd'hui, doit conduire à une élection et au départ de Maduro avant la fin de son mandat. Pour Maduro, il est prêt à discuter de ça, mais pas de partir avant la fin de son mandat. Donc c'est ça aujourd'hui qui forge, si vous voulez, la divergence encore, mais les États-Unis de Biden devraient, s'il y a des initiatives internationales, je pense par exemple à celle qui avait été lancée par les Norvégiens, pouvoir être lancées, ils s'y opposeront pas, alors que les fois précédentes, ils avaient plutôt, pour dire les choses, un petit peu entravé ces processus de discussion internationale avec le gouvernement vénézuélien. Donc, pas de changement brutal du tout, on reste sur une ligne officiellement, mais des inflexions qui peuvent quand même permettre un certain nombre de choses. Et du point de vue des Cubains et des Vénézuéliens, il est très clair que la seule priorité qui compte
actuellement encore plus en période de Covid, de pandémie qui explose aussi en Amérique latine, dont c'est l'épicentre, comme vous savez, même si Cuba et le Venezuela sont de loin avec l'Uruguay les pays les moins affectés par la pandémie. Malgré tout, la pandémie est là et elle se développe. Et donc pour eux, ce qui est très important, c'est d'obtenir au minimum un assouplissement, un desserrement, j'ai envie de dire, des mesures unilatérales restrictives imposées par Washington à ces deux pays. Déjà, si c'est ça, du point de vue de Caracas et de la Havane, ce serait une avancée sérieuse par rapport à Biden, à Trump. Alors, comme le temps avance et que je ne voudrais pas en prendre trop, je vais passer un peu vite sur un certain nombre de choses pour arriver à ma conclusion. Ma conclusion, c'est que Biden, au-delà de ces trois dossiers, va être confronté à des difficultés en Amérique latine. La première, c'est que l'approche multilatérale de Biden va se confronter à la réalité non multilatérale de l'Amérique latine, encore plus aujourd'hui, et la crise sanitaire nous montre à quel point la coordination entre les Américains était poussive, pour dire inexistante, dans la gestion de la crise sanitaire. Chacun est dans son couloir. Il y a des stratégies différenciées, parfois divergentes, à peu près sur tout en Amérique latine. Tout ça, matinée de crise géopolitique importante autour du Venezuela qui fracture les alliances régionales, etc. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais en tout cas, il n'existe pas forcément d'interlocuteur institutionnel multilatéral pour Joe Biden au-delà de sa zone caraïbéenne et centra-américaine. Et en Amérique latine, il va devoir discuter un peu avec tout le monde s'il veut discuter. Les Brésiliens, on en parlera tout à l'heure, j'ai plus le temps. Mais la difficulté pour lui, elle va être là. C'est que sa méthode n'est pas forcément celle qui est la plus adaptée à la réalité du terrain latino-américain pris dans son ensemble. Ensuite, il est confronté surtout aussi à la montée en puissance et l'installation durable de puissances rivales. Rival, c'est son mot, c'est pas le mien, de rivaux systémiques. La Chine, qui a supplanté les États-Unis en tout ces dernières années, financièrement et commercialement, mais aussi la diplomatie du masque et du vaccin. Les Chinois sont déjà en place en Amérique latine ou en pourparlers avec une dizaine de pays, toutes couleurs politiques confondues. Les Russes sont désormais présents dans 5 pays en Amérique latine avec leur vaccin Sputnik 5, avec l'Argentine, le Mexique justement, à millions de doses au Mexique, le Pérou, le Chili, le Venezuela, etc. Donc ça avance aussi de manière incroyable pour les Russes. Et les États-Unis, eux, ne sont présents, j'ai envie de dire, entre guillemets, que dans 6 pays de manière assez modeste avec leurs vaccins Pfizer et Moderna. Donc c'est compliqué. Et enfin, les Mexicains et les Argentins ont un grand projet de production et de distribution fabriqué à la maison, si je puis dire, du vaccin AstraZeneca, Oxford AstraZeneca. Donc les États-Unis ne sont pas en position de force dans la période actuelle de ce point de vue-là, et les Chinois et les Russes, les Chinois surtout, les Russes sont en train d'arriver avec le vaccin, sont là et il va falloir coexister avec eux. Et enfin, la dernière difficulté pour Joe Biden dans la région, c'est que comment il va faire pour gérer tout ça en même temps. Et alors peut-être une réponse, la réponse, et c'est ma conclusion, c'est que le hasard des calendriers fait que cette année, les États-Unis vont accueillir à la fin de l'année, on n'a pas la date encore, le 9e sommet des Amériques qui a été fondé à Miami en 1994, justement à l'époque où on négociait aussi l'ALENA. Eh bien, c'est la première fois depuis la fondation que les États-Unis vont accueillir ce sommet qui est le seul qui réunit tous les 3 ans tous les chefs d'État du continent américain, du nord du Canada jusqu'au Chili. Et c'est aux États-Unis qu'il va avoir lieu. Et donc pour Biden, ça va être certainement un dossier très important qui va lui permettre, de son point de vue, certainement, à pallier les limites et les obstacles qui sont devant lui en préparant un agenda qui remette peut-être les États-Unis dans d'autres dispositions. Et est-ce qu'ils vont réussir à parler à tout le monde, aux Cubains qui avaient été invités en 2009? Vont-ils parler aux Vénézuéliens? Vont-ils trouver un terrain d'entente avec Bolsonaro sur le développement durable et l'Amazonie, etc. C'est toutes ces questions-là, en tout cas, qui imposent finalement l'Amérique latine, j'ai envie de dire, à l'agenda américain. C'est en point de mire ce sommet des Amériques qu'il faudra suivre parce qu'on aura des éléments de réponse pour évaluer un petit peu tous les sujets que je viens de pointer. J'en ai oublié certains, enfin oublié, en tout cas, je n'ai pas pu les traiter faute de temps, mais tout ça est traité dans cette note. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre concentration. Je vais passer sans plus attendre la parole à Marie-Cécile Nave, qui va peut-être partir un peu librement sur, je sais pas, certaines réflexions que tout ça lui procure. Et puis, de manière générale, on a envie de vous demander, Marie-Cécile, un petit peu comment vous voyez ces premiers jours d'arrivée de Trump au pouvoir et l'importance de sa politique étrangère dans les premières décisions qu'il a prises depuis le fin janvier où il est arrivé au pouvoir. Voilà, c'est à vous.
Bonsoir. Je pense que, Christophe, vous vouliez parler de l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, plutôt que Trump, qui aurait bien aimé rester, je crois, visiblement. Mais bien sûr, on vous pardonnera ce lapsus très aisément. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à toutes. Je suis ravie d'être là pour parler de ce sujet qui est finalement assez peu abordé dans la plupart des commentaires qui ont été faits sur ce nouvel exécutif arrivé aux États-Unis dans la presse française. C'est très riche, la note est très riche. Et moi, ça m'inspire trois réflexions. Ça m'en inspire beaucoup plus, mais je vais me concentrer sur 3 points ce soir. Biden, il a fait le choix depuis sa campagne, et ça se vérifie dans ses premières annonces depuis qu'il est arrivé au pouvoir le 20 janvier dernier, il a fait le choix d'un agenda politique et géopolitique, mais aussi d'une gouvernance qui prenne le contre-pied total de Trump. Et c'est vrai pour évidemment tous les sujets, mais en particulier pour celui qui nous occupe aujourd'hui. Mais autant Trump avait l'obsession de défaire l'héritage et de casser l'image d'Obama à des fins de division et de clivage, je crois qu'on peut le dire de manière tout à fait objectivée, autant Biden vise au contraire à rassembler et à créer du consensus. Évidemment, ça ne se fera pas sans difficulté, il ne faut pas non plus se voiler la face, mais enfin, bien sûr, il y a une volonté de rompre avec ce qu'a fait Trump et vous l'avez dit Christophe, mais dans un but d'intérêt général et dans un but de créer du consensus. Et néanmoins, Biden, c'est aussi une vision du monde américaine assez traditionnelle, c'est-à-dire dans laquelle le leadership américain est au premier plan et veut jouer le premier rôle. Et d'ailleurs, il le dit régulièrement par tweet ou dans des conférences de presse, il parle de la America leads the world, how to build a new leadership, c'est-à-dire on est certes dans une ambition beaucoup plus multilatéraliste que Trump, mais enfin, je crois qu'il faut s'attendre à un multilatéralisme modéré. On ne va pas non plus entrer dans un multilatéralisme total avec Biden, ça va être vraiment modéré et c'est assez classique en politique étrangère américaine, mais il y a la volonté de lead the world. Alors, c'est pas diriger le monde dans une traduction littérale, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, c'est l'Amérique qui est quand même au premier poste et qui va défendre ses intérêts avec l'ensemble de ses partenaires traditionnels. Donc, l'objectif de Biden, c'est évidemment de restaurer aussi une bonne image, en tout cas de rompre avec la mauvaise image des États-Unis et dans le monde, mais ce sera sans complaisance. Il va défendre, je l'ai dit, les intérêts des États-Unis sur les plans économiques, sur le plan diplomatique, sur le plan technologique, sanitaire, en termes de soft power, de manière générale, de diplomatie d'influence. Par exemple, sur la question de l'économie avec le Mexique, qu'est-ce qui va advenir? Que va-t-il faire? Comment va-t-il s'approprier l'accord dit AEUMC, donc qui remplace à certains égards, moins d'égards que clamé, l'ALENA accord mis en place par Trump. Il faut s'attendre à des politiques de nationalisme industriel modéré, d'objectifs, même si c'est évidemment difficile à atteindre, d'aller vers une réindustrialisation des États-Unis parce qu'il y a des enjeux électoraux. Et donc, les relations avec le Mexique sur le plan économique vont peut-être créer un certain nombre de tensions. Nous verrons ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les obsessions identitaires et sécuritaires de son prédécesseur ne sont plus de mise. Alors certes, le Trumpisme est encore fort et influent. On le voit tous les jours dans l'actualité, non seulement aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, et en particulier au sein du gouvernement brésilien. Il est fort aux États-Unis et ça va rendre la tâche de Biden difficile de rompre avec cette vision du monde, avec ce leadership-là, dans une partie de l'Amérique qui craint de disparaître sur les plans démographiques, sur les plans culturels et sur le plan religieux. Et donc, quand on parle d'Amérique latine dans le contexte américain, il faut garder ça en tête. C'est-à-dire que les Blancs d'origine européenne aux États-Unis seront minoritaires d'ici une vingtaine d'années, en particulier en raison de l'immigration venant d'Amérique latine. Il y a aussi l'immigration asiatique, mais enfin, ça occasionne des bouleversements démographiques, culturels et un peu religieux aussi, parce que ce n'est pas
c'est d'autres traditions religieuses qui se déploient et qui inquiètent une partie de l'Amérique qui vote Trump. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, évidemment, la priorité de l'administration Biden, c'est la Covid. Ça, c'est sûr, c'est la Covid sur les plans sanitaires et économiques. Mais d'une part, c'est aussi un sujet géopolitique et ça vient d'être évoqué. Et d'autre part, même s'il y a la Covid, Biden n'oublie pas la politique étrangère parce que sa vision de politique étrangère, elle doit être cohérente et systémique avec les objectifs de politique intérieure sur la Covid, mais pas seulement. Et donc, toutes les dimensions d'empathie, de bienveillance, de réconciliation qui ont vraiment été au cœur de ces discours pendant la campagne, et ça c'est très très important de le rappeler parce que c'est vraiment l'anti-Trumpisme, bien sûr, se retrouve aujourd'hui dans les premiers décrets présidentiels et en particulier ceux qui concernent la population latino et les relations avec l'Amérique latine. Alors, ça a été dit par Christophe Ventura, la fin du financement du mur voulu par Trump, qui était financé par des fonds exceptionnels du budget fédéral parce que personne n'a voulu le financer et surtout pas le Mexique, comme l'avait exigé Donald Trump. Évidemment, c'était un mur qui était symbolique, hein, qui visait à montrer qu'il fallait stopper par une barrière l'immigration mexicaine, alors que, comme ça vient d'être dit, c'est pas un mur qui, d'une part, qui arrête l'immigration et d'autre part, l'immigration aux États-Unis venant d'Amérique latine aujourd'hui, elle ne vient pas principalement du Mexique, loin s'en faut. Autre décret présidentiel, c'est de restaurer, au moins temporairement, un statut juridique pour les Dreamers. Les Dreamers, ce sont ces personnes qui aujourd'hui sont majeures, qui sont arrivées mineures aux États-Unis avec leurs parents immigrés clandestins et qui ont fait leurs études aux États-Unis, qui travaillent avec un statut un peu bancal, quoi, et que Trump avait un peu sorti, même essayé de sortir du statut, disons, semi-légal que Obama leur avait accordé. Donc, il leur restaure, Biden, un statut juridique qui leur permet de souffler un peu par rapport aux arrestations policières potentielles. Autre décret, il a pris une quarantaine de décrets en 10 jours, et donc c'est un nombre considérable. Et un autre décret intéressant, c'est celui de vouloir réunir les enfants qui ont été séparés de leurs parents à la frontière mexicaine, de leurs parents immigrés clandestins, par Trump. Et à la fin de l'année 2020, il y avait, selon les associations, encore 500 enfants qui n'avaient pas retrouvé leurs parents dans les centres de rétention. Et on a aussi le poids des images qui est très fort, hein, ces enfants dans des cages de verre qui avaient été séparés de leurs parents par une politique de lutte contre l'immigration extrêmement dure et qui avait beaucoup choqué aux États-Unis. Outre les décrets présidentiels, Biden a promis une grande loi sur l'immigration. Il y a environ, c'est difficile de savoir avec précision, mais environ 11 millions, 11, 12, 13 millions de clandestins aux États-Unis. Alors ça va être une loi difficile à faire passer, d'autant que Biden va essayer d'avoir une loi bipartisane, c'est-à-dire de faire voter aussi les républicains, même si aujourd'hui il a un congrès à majorité démocrate. L'enjeu est humanitaire, l'enjeu est économique aussi, parce qu'il y a des secteurs entiers de l'économie aux États-Unis qui ne pourraient pas fonctionner sans l'immigration, et même pour certains sans l'immigration illégale. Donc c'est un sujet qui est extrêmement clivant aux États-Unis, chez les démocrates, mais peut-être plus encore chez les républicains. Mais enfin, tous ces décrets, toutes ces annonces donnent le ton d'une politique qui se veut empathique, bienveillante et de réconciliation, mais cependant, il est probable qu'il y aura, comme avec Obama, une certaine fermeté vis-à-vis des prochains candidats à l'immigration illégale, parce que Biden ne veut pas être accusé de laxisme, et là, les pays d'Amérique centrale seront en première ligne. Il faut s'attendre aussi sans doute à de la fermeté sur les questions de lutte contre la drogue et la criminalité. Et on peut dire quand même que ces questions de politique de fermeté vis-à-vis des futurs immigrés illégaux, ce ne sera sans doute pas sans difficulté avec une partie du monde militant à gauche aux États-Unis, mais aussi l'aile gauche du Parti démocrate,
qui va faire un peu pression sur Biden sur tout un tas de sujets de l'agenda, mais en particulier sur les questions humanitaires. Biden, il a un agenda aux États-Unis qui est très transversal, c'est-à-dire qui vise à lutter contre les inégalités économiques, les inégalités raciales, les inégalités sanitaires, les inégalités en matière d'éducation, et il veut cibler les plus vulnérables et en particulier les minorités. Et dans les minorités, celles qui sont les plus défavorisées, c'est souvent les femmes. Et il y a cette volonté de cibler les plus faibles, les plus vulnérables, et donc les minorités font partie des cibles privilégiées. Ça se traduit aussi chez Biden par des nominations tout à fait symboliques au sein du gouvernement. On sait qu'il a un gouvernement qui est en train d'être confirmé par le Sénat, mais qui est le plus paritaire et le plus divers en termes d'origine que les États-Unis aient jamais connu, et en termes de représentativité de ce qu'est l'Amérique, en fait, de l'Amérique telle qu'elle est. Il y a la nomination qui est en train d'être confirmée au Sénat de Miguel Cardona, donc futur ministre de l'Éducation, qui est d'origine portoricaine, qui est spécialiste des inégalités et défenseur de l'école publique. Donc on voit que les questions d'agenda rejoignent le souci de représentativité, de représenter l'Amérique telle qu'elle est. J'en viens brièvement à mon troisième point qui est lié bien sûr avec ce qui précède. Biden et les démocrates ne perdent pas de vue les prochaines échéances électorales. Donc Christophe Ventura a parlé des midterms, c'est-à-dire les prochaines élections de mi-mandat qui ont lieu en novembre 2022, donc dans moins de 2 ans, où l'intégralité de la Chambre des représentants, c'est un peu l'équivalent de notre Chambre des députés, et un tiers du Sénat seront renouvelés. Et donc, il y a un risque de perdre la majorité, notamment à la Chambre des représentants qui a perdu un certain nombre de sièges du côté démocrate. Or, et même s'il faut se montrer très prudent avec la sociologie électorale du scrutin de novembre dernier qui a porté Biden au pouvoir, parce qu'encore à ce stade, on manque de données précises, ces élections du 3 novembre dernier, elles ont confirmé premièrement que les électeurs et les électrices latinos étaient un enjeu majeur pour chacun des partis démocrates et républicains. Elles ont confirmé également, deuxièmement, qu'il n'existait pas d'électorat latino type aux États-Unis. On parle toujours de l'électorat latino, de l'électorat hispanique, ça ne veut rien dire. Ce sont évidemment des catégories d'électrices et d'électeurs extrêmement divers en termes d'origine, en termes de préoccupation, en termes de niveau de vie, en termes de territoire de vie. Les hommes cubains de Miami, semble-t-il, ont majoritairement voté Trump, alors que les femmes portoricaines, enfin d'origine portoricaine, hein, bien sûr, c'est des Américains tout ça, des femmes d'origine portoricaine de Phoenix ont plutôt donné leur voix à Biden. Et il y a cet enjeu de continuer à séduire pour chacun des deux partis ces populations. Il y a les nouvelles générations, notamment les Dreamers, qui pour certains ont déjà le droit de vote et qui pour d'autres vont l'avoir dans les années qui viennent. Et puis évidemment aussi une grande politique d'immigration, notamment de régularisation de certains clandestins, de millions de clandestins voient le jour. Ça veut dire qu'il y aura 10 millions de gens qui vont être naturalisés et qui sont une cible électorale extrêmement intéressante pour chacun des deux partis. Je vais être un peu sévère avec le Parti républicain, mais le Parti républicain aujourd'hui, il est moins dans une perspective d'élaborer un agenda susceptible de séduire cette nouvelle génération qui est née aux États-Unis, qui a grandi aux États-Unis et qui est de parents immigrés, que de prendre des nouvelles mesures pour rendre l'accès au vote plus difficile. Alors, le Parti républicain vise surtout l'électorat noir. On pense à la Géorgie qui a basculé présidentielle et sénatoriale en faveur des démocrates, mais aussi certaines populations latino, notamment les jeunes dans certains territoires. Là, je dis latino de manière large parce que je vais vite, mais évidemment, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il n'existe pas d'électorat latino type aux États-Unis. Donc voilà, je ne vais pas être forcément plus longue. Il y a quelques petits points quand même d'interrogation qui demeurent. Je pense que les relations avec le Brésil de Bolsonaro, surnommé le Trump tropical et qui a tout copié sur Trump sur les questions de désinformation, d'exploitation des ressources naturelles, de politique extrêmement dure vis-à-vis des minorités ethniques, je ne parle même pas des femmes,
eh bien, ne vont pas trouver l'aval de Biden et qui vont sans doute rendre les relations difficiles avec Biden. Ça va être une autre chanson qu'avec Donald Trump. Mais enfin, Bolsonaro, qui, après avoir pendant plusieurs semaines déclaré que les élections avaient été truquées par les démocrates et que sans doute Trump s'était fait voler ce scrutin, s'est adressé au nouveau président pour lui dire qu'il avait envie de travailler avec lui. Donc, nous allons suivre ces relations brésilo-américaines de près. Et puis, dernier point que je pourrais évoquer, effectivement, la gestion des grandes crises internationales aujourd'hui, c'est un défi commun. On ne peut plus raisonner dans ses propres frontières. On a parlé tout à l'heure de la Covid, de la diplomatie du masque, des relations de rivalité avec la Chine. Et comme on sait que la politique étrangère dans le Pacifique va être la priorité du département d'État d'Anthony Blinken aujourd'hui, évidemment, l'Amérique latine, c'est aussi le Pacifique. Donc, nous suivrons avec beaucoup d'intérêt comment l'Amérique latine, prise de manière globale et prise pays par pays, va être associée à la politique de l'administration Biden pour contrer la rivalité chinoise et pour créer aussi des partenariats avec les pays du Pacifique. Voilà ce que je pouvais dire. Merci infiniment, Marie-Cécile, pour cette excellente intervention et ce panorama dont je soulignerai juste deux petits points. C'est tout à fait arbitraire, mais deux choses qui m'ont paru importantes. D'abord, effectivement, c'est de rappeler que la politique de Joe Biden et sa méthode même de politique étrangère s'inscrit vraiment dans un objectif qui est celui de restauration en fait, de leadership des États-Unis au niveau international. Et un point qui a été signalé qui me paraît très important à travers la question migratoire, c'est effectivement finalement le jeu qui se joue déjà pour de prochains affrontements électoraux en réalité entre démocrates et républicains autour justement des changements de composition relative de la population américaine, dont la composante latino est l'une des variables absolument centrales dans les années qui viennent. Ça me paraît quelque chose qu'il faut absolument souligner. Donc merci encore une fois pour l'intervention, puis on aura l'occasion de revenir sur, je pense, plusieurs choses que vous avez évoquées dans la deuxième partie du débat. Excusez-moi, c'était coupé. Oui, je disais, je vais passer la parole à Louzé Lacaillé, que je remercie vraiment infiniment aussi d'avoir accepté de participer à cette réunion, d'autant plus qu'à Mexico, c'est bientôt l'heure de déjeuner, si je ne dis pas de bêtises, et il est 12h30, quelque chose comme ça. Donc, merci d'être là avec nous. Et donc, je ne vous cache pas, Louis, alors je dis pour les gens qui nous écoutent, qui est parfaitement francophone, donc c'est un deuxième plaisir qu'il nous fait d'intervenir en français. Et vous savez qu'on est toujours très sensible à cette délicatesse qui est faite à notre langue et on l'apprécie beaucoup, donc merci. Je dois vous dire, Louis, que parmi les questions qui pleuvent sur le moniteur, beaucoup concernent en fait le Mexique. Que va-t-il se passer entre Joe Biden et Andrés Manuel López Obrador? Est-ce qu'il y a un deal entre eux? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce que vraiment AMLO est l'ami de Donald Trump? Enfin, on a plein de questions comme ça qui tombent sur le moniteur. Et bien, en quelque sorte, je vous donne la balle au bon. Voilà, à vous. Alors, on a un petit problème sonore, manifestement. Je ne sais pas si Là, Marie... là, ça marche? Bon, merci de l'invitation à Christophe Ventura, à Anthony Coban pour partager avec vous une vision sur les États-Unis, Joe Biden, Donald Trump depuis le Mexique. Et tout à fait d'accord avec la vision de Marie-Cécile Nave du point de vue Joe Biden comme un politicien américain formé à la longue tradition américaine de l'après-guerre et de l'engagement international, mais un démocrate aussi modéré. Et je pense aussi que les documents présentés par Christophe fait un résumé très, très clair sur
la situation de Joe Biden par rapport à l'Amérique latine. Et ce serait peut-être intéressant de commencer par faire une réflexion il y a 4 ans. Il y a 4 ans, pour l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, j'ai reçu des tas d'invitations comme celle-ci d'aujourd'hui pour parler du futur du Mexique avec Donald Trump. Il y avait beaucoup plus d'intérêt avec l'arrivée de Trump au pouvoir que par rapport à l'intérêt qu'on trouve aujourd'hui avec l'arrivée de Joe Biden. Parce que Donald Trump a basé sa campagne politique avec un sujet très anti-mexicain, contre le Mexique, contre l'intégration commerciale en Amérique du Nord, et avec la promesse de campagne d'annuler l'ALENA ou de renégocier l'ALENA au terme que lui il proposait. Donc 4 ans plus tard, on a une intégration commerciale en Amérique du Nord plus approfondie. Et on a substitué l'ALENA avec l'accord États-Unis, Mexique, Canada qui va dans la même direction que l'ALENA originale, même s'il y a quelques changements importants. Et avec le Mexique comme le premier partenaire commercial des États-Unis et un déficit commercial élargi par rapport à ce qu'il avait Trump quand il est arrivé au pouvoir en 2016. Donald Trump avait, par rapport au Mexique, 2 obsessions. La première, la migration. Et là, il a trouvé un accord avec López Obrador d'utiliser la garde nationale du Mexique pour empêcher les caravanes de l'Amérique centrale qui marchaient pendant des semaines à travers le Mexique pour arriver à la frontière avec les États-Unis après traverser. Et là, pour López Obrador, ça impliquait un coup politique important parce que López Obrador, en se présentant comme un candidat et un président de gauche, était à faveur de la migration en Amérique centrale, mais il a dû changer à cause de la pression de Donald Trump. Et l'autre sujet auquel Donald Trump s'intéressait, c'était justement la renégociation de l'ALENA. Mais la renégociation de l'ALENA était presque accomplie à l'arrivée de López Obrador au pouvoir au Mexique. Donc il a simplement terminé cette renégociation de l'ALENA et d'une façon vraiment extraordinaire, en 2020, à la Maison-Blanche, López Obrador, un président de gauche, a signé un accord commercial pour approfondir l'intégration du Nord avec Donald Trump, qui était aussi opposé au processus d'intégration à l'origine. Les capitales qui ont réagi d'une façon négative au sommet de la Maison-Blanche en juin 2020, c'était Caracas et La Habane, non? Donc, qui étaient, soi-disant, proches de López Obrador. Joe Biden est différent, et même très différent par rapport à Trump, parce que les démocrates ont des intérêts et des engagements pour l'Amérique latine et pour le Mexique qui vont beaucoup plus loin que les 2 sujets qui intéressaient simplement à Donald Trump. Une fois que López Obrador a réussi à trouver un accord du côté migratoire et signer l'accord avec Trump pour l'ALENA, ils ont choisi de s'ignorer l'un à l'autre. Donc la politique Trump-López Obrador pour la relation bilatérale Mexique et États-Unis, c'était de l'ignorance. Ils s'ignoraient mutuellement. Avec les démocrates, cette ignorance n'est pas possible. Et c'est un peu un paradoxe contradictoire, mais les gouvernements de gauche en Amérique latine, en général, préfèrent avoir des républicains à la Maison-Blanche, parce qu'avec les républicains, les relations sont plus dures, mais on peut prévoir ce qui va se passer. Avec les démocrates, qui ont tout un avantage des sujets dont ils s'intéressent, la relation devient plus difficile. Et un autre aspect qui est très important pour comprendre la relation Trump-AMLO et Biden-AMLO, c'est que Trump fonctionnait sans avoir un cabinet aux États-Unis et son cabinet connaissait les décisions de la Maison-Blanche à travers Twitter le matin.
López Obrador fonctionne d'une manière similaire. Lui, il n'a pas non plus un cabinet qui fonctionne, et toutes les décisions qu'il prend, il les annonce à tous les Mexicains, mais aussi à son cabinet en même temps, pendant sa conférence de presse matinale tous les jours. Biden va être différent parce que Biden aura un cabinet fonctionnel, un cabinet avec des ministres assez capables du côté du Trésor, du côté de l'agriculture, du côté du commerce international, qui vont engager leurs correspondants au Mexique et vont poser un défi très important parce que la communication entre Biden et López Obrador va être institutionnelle. Il ne va pas être avec les réseaux sociaux et ça va devenir plus exigeante dans beaucoup de sujets, pas simplement la migration et l'accord commercial, mais aussi les droits de l'homme, la démocratie, la sécurité, et la corruption, comme Christophe disait, et la compétitivité et la Chine et l'Amérique centrale. Donc, pour gérer tout cet éventail des sujets entre le Mexique et les États-Unis, le gouvernement López Obrador devra changer la façon dont il agit par rapport aux États-Unis parce que cette idée d'ignorer les États-Unis comme il l'a fait avec Donald Trump sera plus valable avec Biden au pouvoir. Et Biden a nommé au mois de janvier Roberta Jacobson à la Maison-Blanche pour gérer les affaires frontalières avec le Mexique, entre le Mexique et les États-Unis. Roberta Jacobson était la secrétaire d'État, secrétaire d'État au département d'État pendant la négociation avec Cuba sous le gouvernement d'Obama. C'est elle qui a négocié l'accord avec Raúl Castro pour permettre une relation plus proche entre les États-Unis et Cuba. Et après, elle était ambassadrice des États-Unis au Mexique. Donc, la présence de Roberta Jacobson à la Maison-Blanche va être un élément très important pour développer une politique nord-américaine par rapport à l'Amérique centrale. Et pour bien comprendre l'intégration commerciale au Mexique, entre le Mexique et les États-Unis, il faut se rappeler que les 20 dernières années ou les 30 dernières années, les États du Mexique, le Mexique est partagé en deux du point de vue économique et social. Le centre et le nord du Mexique a expérimenté un taux de croissance entre 4 et 5% par année, et avec une très importante création d'emplois, de richesses, d'amélioration sociale. Le sud du Mexique est resté à l'écart de ce développement économique. Et les États du centre du nord du Mexique, c'est des États qu'on appelle les États de l'ALENA, de NAFTA States. Et la question pour le sud du Mexique et pour l'Amérique centrale, Guatemala, Honduras, Salvador, c'est quelle sorte de politique on devrait entamer pour assurer qu'ils deviennent des États, et ça comprend aussi surtout du côté du Mexique, les États de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, c'est le plus pauvre du Mexique, qu'ils deviennent des États, pas de l'Amérique centrale du point de vue économique, mais de l'Amérique du Nord. Et pour faire cela, il faut les doter d'infrastructures, et il faut les doter d'énergie, mais aussi d'état de droit, et aussi de l'éducation, parce qu'il faut transformer le système éducatif du sud du Mexique et l'Amérique centrale, et le nord de l'Amérique centrale, et à ouvrir une nouvelle frontière entre l'Amérique centrale et la péninsule de Yucatan avec l'est des États-Unis. Donc, les grands projets de développement du sud du Mexique et de l'Amérique centrale, c'est de transformer cette région dans une région qui fasse partie de l'Amérique du Nord du point de vue économique. Et pour cela, il faut ouvrir une frontière à travers le golfe du Mexique. La distance entre Progreso dans Yucatan, le port de Progreso Yucatan, et la Floride n'est pas très
pas très importante. On pourrait, du point de vue logistique, faire arriver des produits du Guatemala et du Chiapas au Mexique en 72 heures à New York, à travers le golfe du Mexique et après monter toute la côte est des États-Unis. Donc, avec Donald Trump, un projet de cette taille, de cette vision d'intégration commerciale avec l'Amérique centrale, c'était impossible. Donc, l'opportunité avec Joe Biden et avec la présence de Roberta Jacobson à la Maison-Blanche, c'est d'imaginer un futur différent pour l'Amérique centrale. Et c'est là où il y a l'opportunité de López Obrador de partager avec Joe Biden une vision d'aider les États les plus pauvres du Mexique et les États du nord de l'Amérique centrale, Guatemala, Honduras, Salvador, pour transformer l'économie de ces pays à travers une union plus proche du point de vue économique en Amérique du Nord. Et pour le reste du Mexique et pour le reste d'Amérique latine, je pense qu'il y a deux facteurs qui sont déjà nommés par Christophe et par Cécile qui vont déterminer la politique de Joe Biden. Le premier, c'est la Chine. Les États-Unis ont besoin du Mexique pour faire la concurrence à la Chine, du point de vue industriel, du point de vue technologique, du point de vue accès à la main-d'œuvre, du point de vue énergétique aussi. Et donc, le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis, mais on est le deuxième fournisseur derrière la Chine. Et entre le Mexique et la Chine, il y a une grande concurrence et une grosse partie des sociétés industrielles pour la manufacture du monde entier qui ont investi les 30 dernières années une grosse partie de leurs ressources en Chine, aujourd'hui, elles cherchent à diversifier l'exposition qu'elles sont aujourd'hui au risque d'opérer en Chine. Et le Mexique, c'est peut-être le meilleur pays pour diversifier les risques de production chinoise. Donc, les États-Unis vont regarder le Mexique comme un partenaire pour la concurrence avec la Chine dans le monde de la technologie. Pour le reste de l'Amérique latine, en Amérique du Sud, la Chine perçoit le reste de l'Amérique latine comme une source importante de matières premières. Le Mexique, ce n'est pas un producteur important de matières premières. Le Mexique est un producteur important des produits manufacturés. Donc, nous, on est concurrents de la Chine. Et la Chine n'est pas une cliente du Mexique. Et c'est parfaitement le contraire pour le Chili, le Pérou, le Brésil, qui sont des gros exportateurs de matières premières envers la Chine. Donc la vision de Joe Biden d'être près du Mexique pour faire la concurrence en Chine, ça va être très important de la vision de comment intégrer l'Amérique du Nord d'une façon plus profonde pour être capable de faire la concurrence et devenir compétitif par rapport à la Chine. L'autre chose qui va être très importante pour voir la politique de Joe Biden vers l'Amérique latine, c'est la condition électorale aux États-Unis qui était déjà abordée par Marie-Cécile et Christophe. Mais moi, j'ai une vision un peu différente. Je pense que pour les partis républicains, la Floride est indispensable pour gagner l'élection. Un républicain ne peut pas gagner la Maison-Blanche sans la Floride. Et ça donne aux Cubains et Vénézuéliens qui habitent en Floride une position de lobby extrêmement forte. Les partis démocrates, ils n'ont pas besoin de la Floride. Ils peuvent gagner des élections nationales aux États-Unis sans gagner la Floride. Et il y a deux phénomènes aussi qu'il faut reconnaître et songer, c'est que la présence des Puerto-Ricains, Marie-Cécile l'a dit déjà, en Floride est très, très importante aujourd'hui. Ils habitent surtout entre Tampa et Orlando et ils votent tous démocrates. Et la Maison-Blanche, d'ici 4 ans, va être disputée surtout au Texas. Parce que les démocrates auront l'occasion d'ici 4 ans, peut-être, de gagner le Texas. Et ils vont gagner le Texas grâce au vote mexicain.
Donc, ça va être les latino-mexicains qui vont devenir plus importants pour la politique américaine pour les prochaines années, et les latino-cubains vénézuéliens vont être moins importants. Et il y a une autre chose qui est aussi importante, Joe Biden va être pour la première fois un président qui ne va pas se présenter à la réélection. Donc, Donald Trump, une fois élu en 2016, il a commencé tout de suite à songer pour sa campagne politique 2020. Et ça ne sera pas le cas de Biden. Donc, Biden aura l'occasion d'avoir une vision plus de long terme basée sur des principes démocrates en fonction des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Et c'est là que la relation avec Cuba et Venezuela va être plus compliquée. Parce que la relation avec Cuba et Venezuela, ça ne va pas être simplement une relation électorale par rapport à la Floride, mais une relation aussi par rapport au principe de la politique traditionnelle américaine, basée sur la démocratie, l'économie de marché et les droits de l'homme. Et ça complique les dialogues entre la gauche latino-américaine et les démocrates aux États-Unis quand on a un président américain qui pense dans ces termes-là. Et deux sujets supplémentaires pour finir. L'accord de Paris. L'accord de Paris pour les changements climatiques, c'est très important pour Joe Biden. Et il y a tout un lobby aux États-Unis pour que l'accord de Paris devienne partie de l'accord de libre-échange en Amérique du Nord. Et Donald Trump a refusé de le faire parce qu'il était contre l'accord de Paris. On va voir si Joe Biden peut avoir suffisamment de support au Sénat des États-Unis pour que l'accord de Paris devienne partie intégrale de l'accord de libre-échange entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. S'il arrive à faire ça, il y aura une énorme pression sur López Obrador pour l'énergie et pour l'environnement et toute la politique qu'il mène contre l'énergie renouvelable. Et moi, je pense que ça va être une chose, une potentielle source de friction entre les États-Unis et le Mexique. Et l'autre chose, c'est que, comme Christophe l'a bien exprimé, pour la première fois depuis presque 30 ans, les États-Unis vont recevoir les sommets des Amériques aux États-Unis. Et en 1994, moi j'étais un haut fonctionnaire du gouvernement mexicain à l'époque, et j'y étais à Miami. Ils avaient choisi justement Miami pour lancer cette idée d'avoir une intégration commerciale pour tous les continents. Et ça va être très intéressant de voir comment Joe Biden organise le sommet, où il fait le sommet, s'il choisit Floride ou pas, et le contenu du sommet et la relation avec Venezuela et avec Cuba. Et ça va être très intéressant comment les différents pays vont se positionner pour le sommet, et en particulier le Brésil. Parce que le Brésil, il y a 30 ans, s'est opposé d'une façon très radicale à l'intégration latino-américaine. Et Bolsonaro, ça va être une question très importante pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire pour proposer l'agenda du Brésil par rapport à l'intégration commerciale une fois qu'il s'approche le sommet des Amériques au deuxième semestre de 2021. Donc, je m'arrête là, Christophe, et enchanté de répondre à la question s'il y en a de vous et des autres aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis, pour ce panorama complet et à la fois précis et je crois qui permet déjà de répondre à beaucoup de questions qui ont été posées. J'ai même retrouvé dans vos propos des éléments qui étaient des questions justement qu'on posait en particulier, encore une fois, le lien entre le Mexique et les États-Unis, qui est un gros sujet dans le sujet général. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour quelques questions. Donc, c'est vous, Marie-Cécile et Louise, qui répondrez. Alors, je vais vous poser quelques questions
enfin lesquelles, il y en a beaucoup, mais celles qu'on va pouvoir traiter. Et puis je vous laisserai le soin d'une dernière conclusion. Chacun, vous aurez 2-3 minutes avant qu'on se quitte pour répondre un petit peu, j'ai envie de dire, à celles qui vous auront le plus interpellé. Alors, première question, enfin, une question qui concerne cette fois-ci, alors on est beaucoup sur l'Amérique latine, hein, évidemment par définition. Quelqu'un me demande finalement cette élection, enfin ce lien ou ces évolutions qui pourraient intervenir dans la relation États-Unis-Amérique latine, finalement, quelles conséquences ça peut avoir pour l'Europe, pour l'Union européenne et sa relation avec l'Amérique latine? Est-ce qu'il y a des éléments à développer là-dessus? Est-ce que la stratégie Biden finalement a un impact sur celle de l'Europe vis-à-vis des latino-américains? Il y a plusieurs questions qui tournent autour de ce sujet. Deuxième thème, par exemple, on demande sur les liens avec la Colombie. Est-ce que l'arrivée de Joe Biden signifie une possibilité de ramener, selon les termes de la personne qui a posé les questions, Iván Duque, le président colombien, dans l'application plus aboutie, plus avancée de l'accord de paix avec les FARC? Est-ce qu'il y a un changement là-dessus? Bon, je pourrais peut-être dire 2 mots si on a le temps. On me demande aussi sur le Brésil, beaucoup de questions, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire l'arrivée de Biden pour les relations avec le Brésil? Peut-être on y reviendra dans les réponses. Sur le Nicaragua aussi, est-ce que peut-être, je ne sais pas, Louise, vous aurez peut-être là-dessus la possibilité de donner votre vision. Est-ce que le Nicaragua est une priorité pour l'administration Biden, y compris par rapport à ce qui se passe dans ce pays, les conflits politiques qui ont lieu? Voilà, on va déjà. Alors, en particulier sur la guerre contre la drogue, est-ce que la stratégie américaine va changer? Alors, ça concerne le Mexique, mais pas que, hein, ça concerne toute la région. Est-ce que l'administration Biden va signifier une inflexion dans la stratégie de guerre, de militarisation de la lutte contre les drogues? Déjà, est-ce que sur ces points-là, il y a des choses qui vous inspirent, Marie-Cécile? Et si c'est moins le cas, parce que c'est vrai que l'Amérique latine, c'est pas forcément les pays que vous suivez au quotidien, mais peut-être de rebondir ou de développer une idée que vous aviez envie de développer tout à l'heure et pour laquelle le temps vous aurait manqué. Vous sentez-vous libre de tout ça? Un mot sur la guerre contre la drogue, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre à une politique angéliste non plus de la part de Biden sur les questions de criminalité dont pourraient être victimes les États-Unis. Et donc la question de la drogue en fait partie. Il n'y aura pas d'inflexion majeure sur ce sujet-là dans cette nouvelle administration. Je ne crois pas, parce que Biden a besoin, d'abord, c'est ses propres convictions, je pense, et ensuite, il a besoin de ne pas passer pour un président laxiste, parce que ça fait partie des accusations qui ont été portées contre lui par les républicains pendant la campagne, disant qu'il était manipulé par les anarchistes, par la gauche socialiste et les antifas, etc. Même si c'est absolument faux, et bien sûr, c'est quelqu'un qui a des convictions très centristes, même s'il a beaucoup gauchisé son programme pour des raisons stratégiques. Donc non, il ne faut pas s'attendre à ça, et en partie aussi parce que c'est l'héritier d'Obama, et donc il y a une volonté de fermeté sur les questions de lutte contre la criminalité, et en particulier la drogue. Et un mot très rapide sur les relations entre l'Amérique latine et l'Europe. Je ne pense pas que ça bouleverse complètement les relations entre l'Amérique latine et l'Europe. Ce qui pourrait changer, c'est peut-être que l'Amérique latine, là je parle de manière très globale et il faudra affiner bien sûr, avait très peur de la politique de Trump, et donc s'était rapproché de l'Europe, notamment un renforcement du Mercosur par exemple, dans mon souvenir. Donc c'était plus un contournement de Trump qui avait renforcé certains liens, notamment économiques avec l'Europe, mais je ne pense pas qu'il y ait de bouleversement majeur avec la présidence Biden dans les relations entre l'Amérique latine et l'Europe. Nous verrons, mais je ne pense pas.
Merci Marie-Cécile. Louis, sur tous ces sujets, quelques commentaires. Je dois ajouter que quelqu'un qui est Béatrice Armendaris voudrait que vous reprécisiez ce que vous entendiez par opportunité lorsque vous parliez de cette arrivée de López Obrador ou de Biden. Je ne sais plus bien à quoi elle fait allusion, mais à un moment, vous avez parlé d'opportunité. Ça veut dire quoi pour vous, l'opportunité? Bonjour à Béatrice. L'opportunité est de former une agenda de travail pour l'Amérique centrale. Parce que l'Observatoire a essayé ça avec Donald Trump, mais Donald Trump n'était pas intéressé pour l'Amérique centrale. Lui, il voulait simplement arrêter les flux migratoires. Il ne s'intéressait pas au développement, à améliorer la situation dans Honduras, Salvador et Guatemala. Chez Biden, il y aurait un intérêt légitime d'essayer de faire quelque chose. Et donc, ça, c'est l'occasion aujourd'hui, c'est de proposer une vision pour l'Amérique centrale. Et la vision que moi je propose, c'est d'intégrer cette région de l'Amérique centrale, la partie nord de l'Amérique centrale, avec le sud du Mexique, à l'économie est des États-Unis, à travers un pont maritime à travers le golfe du Mexique. Et c'est une vision personnelle, mais je pense que c'est une vision assez forte, qui a beaucoup de sens et qui pourrait transformer la façon dont on voit aujourd'hui, dont on regarde aujourd'hui les États les plus pauvres du Mexique et les États du nord de l'Amérique centrale. Donc c'est une opportunité importante. Et le problème, c'est que López Obrador a une vision pour développer le sud du Mexique basée simplement sur l'exploitation du pétrole. Mais le pétrole n'est pas assez important, il n'y en a pas assez déjà, pour transformer ces régions-là. Et pour les autres questions, la guerre contre la drogue, moi j'espère pas un changement très important. Et pour les États-Unis, ça va continuer à être prioritaire. Et la priorité aujourd'hui aux États-Unis, c'est d'arrêter les fentanyl. Et le fentanyl vient de Chine. Donc, on revient à la relation transpacifique avec la Chine, qui va être une relation très difficile. Et j'imagine que Biden va essayer d'engager pas simplement le Mexique et la Colombie pour essayer d'arrêter l'arrivée des fentanyl aux États-Unis, mais aussi la Chine, parce que ça c'est la source. Le Nicaragua, je pense que le Nicaragua, ça va s'isoler de plus en plus. Parce que le Nicaragua, avec Daniel Ortega et sa femme, il n'y a pas façon de les céder, quoi. Donc, le Nicaragua, personne ne parle de Nicaragua aujourd'hui, malheureusement, parce que ça devait être aussi prioritaire. Et l'Europe, je pense que l'Europe doit regarder l'Amérique latine toujours comme une possibilité. Et quand nous, on a négocié l'ALENA il y a 30 ans, une année plus tard, on a reçu un appel de Jacques Chirac en disant ça nous intéresse de négocier un accord de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne. Parce que si nous, on fait des choses en Amérique latine, l'Europe doit réagir et nous engager davantage. Et le Royaume-Uni, la semaine dernière, a demandé de rentrer dans l'accord transpacifique qui comprend aujourd'hui, du point de vue des pays américains, le Canada, le Mexique, le Chili et le Pérou. Donc, si les Anglais s'intéressent à s'intégrer davantage en Amérique latine à travers l'accord transpacifique, on ne sait pas si ça va arriver. Hein. Ça devrait être une sonnette d'alarme pour l'Europe de dire, nous, ça nous présente des opportunités aussi. Et je pense que l'Union européenne et la France en particulier a beaucoup apporté pour pas simplement contribuer aux pays d'Amérique latine pour notre développement, mais aussi comme une opportunité pour élargir les relations personnelles, commerciales, d'investissement entre une région du monde latine qui a un futur très important et l'intégration avec l'Europe, ça fait partie de ce futur. Et surtout du côté de l'Espagne, parce que l'Espagne a une relation historique avec nos régions, on partage la même langue,
mais aussi avec la France, parce qu'on partage avec la France beaucoup de valeurs et beaucoup d'intérêts personnels, économiques, sociaux. Et donc, que le Mexique s'approche des États-Unis, ce n'est pas une raison pour que l'Europe oublie le Mexique, l'Amérique latine, mais c'est plutôt le contraire. Dans la mesure où l'Amérique latine est active avec les États-Unis, le Canada ou avec la Chine, le Japon, ça devrait inciter l'Union européenne pour s'approcher de l'Amérique latine. Merci beaucoup à vous deux. Alors, c'est formidable. Il nous reste même 4 minutes encore avant que nous devions clore notre soirée. Il y a d'autres questions. Alors, il y a des questions, puis je voudrais quand même signaler à toutes les personnes qui sont avec nous que vous trouverez aussi sur le chat, plus que des questions, il y a des contributions, il y a des commentaires tout à fait pertinents, justement, qui circulent, donc lisez-les, il y a pas mal de choses. Là, je vois de Obeyament une série de commentaires sur la situation mexicaine et justement la réforme énergétique, pétrolière, etc. et ses enjeux. Voilà, donc je vous en renvoie à lire le chat. Alors, peut-être pour conclure, il y a un ou deux points qui reviennent beaucoup finalement. C'est une question, j'ai envie de dire, presque de philosophie politique ou de philosophie politique historique. Beaucoup de questions tournent autour de la suivante finalement. Est-ce que Biden, c'est la fin ou la continuité de la tradition finalement interventionniste états-unienne en Amérique latine? Est-ce que c'est le retour sous un visage plus sympathique de la doctrine Monroe? Est-ce que c'est sa rupture? Voilà, il y a beaucoup de questions autour de ça. Comment vous voyez ça? Et puis une deuxième question, enfin, il y a des choses qui circulent autour de la question de finalement de richesse de l'Amérique latine, qui est d'abord un gisement de ressources naturelles, de produits agricoles, comme on sait. On parle de la Bolivie, du lithium. Enfin, est-ce que les États-Unis ont une stratégie, selon vous, de repositionnement pour capter les ressources naturelles latino-américaines désormais qu'ils sont obligés de partager, en particulier avec la Chine? Voilà, deux questions peut-être pour terminer. Bon, vous répondrez peut-être pas dans le détail à tout ça, mais enfin, sur ces deux aspects-là, qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Cécile? J'en pense pas grand-chose en fait. Je sais pas répondre à ces questions. Je crois que il y a sur ces deux sujets, il faut vraiment qu'on attende de voir ce qui va être mis en place et sans doute que Biden sera un pragmatique. De là à dire qu'il y a un retour de la doctrine Monroe, etc. Honnêtement, je ne pense pas qu'on ait les éléments pour le dire, hein, pas seulement moi. Il faut attendre encore une fois. La politique étrangère ne fait pas partie des priorités de Biden dans les premiers mois. C'est vraiment la lutte contre la pandémie. Et je ne suis pas sûre qu'il ait pensé les choses jusque-là. J'ai pas trop d'éléments de réponse, désolée. Et quand je ne sais pas, je préfère le dire. Je voudrais dire un mot de conclusion, qui est que Biden, c'est quelqu'un qui gagne l'élection grâce à un immense mouvement militant à sa faveur, un immense mouvement militant qui a réussi à s'unir, le mouvement militant antiraciste, le mouvement militant écologiste et le mouvement militant féministe. Et j'ai envie moi, à titre personnel, mais on est dans le sujet quand même aujourd'hui, de suivre comment va continuer de se construire une internationale américaine féministe dans les années Biden, avec la circulation de modèles, avec des émulations du sud vers le nord, du nord vers le sud, les immenses mouvements féministes en Argentine, au Chili et encore une fois aux États-Unis, qui ont été les premières à s'opposer à Donald Trump en janvier 2017. Ça, c'est un véritable soft power qu'il va falloir suivre de près et qui va avoir une influence, je crois, dans la politique étrangère d'un certain nombre de pays, et y compris dans les relations nord-sud. C'était mon mot de conclusion. Merci beaucoup à vous, Marie-Cécile, pour tous ces éléments. Louis de la Caillé, à vous les derniers mots de conclusion sur voilà, les deux pôles de questions que je vous ai soumises, et puis votre conclusion. Merci. Moi, je pense comme Marie-Cécile que l'Amérique latine est pour Joe Biden sa priorité numéro 30. Parce que d'abord, il y a la pandémie, l'économie américaine, la politique américaine et tout ça. Bon, le Mexique, ça joue un rôle un peu différent parce que nous, on fait partie de la politique domestique des États-Unis. Moi, je pense que le futur de l'Amérique latine va être
en jeu en 2021 en 3 terrains différents. Premièrement, les référendums au Chili sur la nouvelle constitution. Parce que le Chili, c'est l'élève, les meilleurs élèves, si vous voulez, des États-Unis en Amérique latine. C'est le Chili qui a suivi les modèles d'économie de marché très ouverte, très similaires aux États-Unis. Si ces modèles-là échouent au Chili, et les Chiliens choisissent une constitution qui transforme le Chili dans une économie un peu différente du modèle qu'elle a aujourd'hui, ça aura un impact très important pour les restes de l'Amérique latine. Deuxièmement, les succès de López Obrador, ou le devenir de López Obrador au Mexique, avec sa 4e transformation, va aussi avoir un énorme impact en toute l'Amérique latine. Et finalement aussi, ce qui se passe au Brésil. La crise brésilienne des 10 dernières années est la plus profonde de son histoire. Et la question, c'est si le Brésil, en sortant de ces crises, va faire une réflexion de chercher une meilleure intégration économique avec le reste de l'Amérique latine et avec les États-Unis et avec le reste du monde. Donc, si les Brésiliens décident d'engager le monde après la profonde crise qu'ils subissent aujourd'hui, ça serait peut-être les développements les plus importants pour l'Amérique latine, parce que le Brésil a un poids, avec le Mexique en 2e place, qui est très important pour le futur de la région. Donc, à mon avis, ces 3 choses, le futur du Chili, et la politique au Mexique à travers López Obrador et le Brésil, vont décider l'engagement des États-Unis par rapport à l'Amérique latine. C'est simplement ce que Biden veut faire, mais Biden va réagir à ce qui se passe en Amérique latine dans ces 3 pays. Merci beaucoup, Luis de la Caille, qui là, je crois, on a vraiment une conclusion de nos travaux pour tous ceux qui nous ont écoutés. On va maintenant clore cette session. Encore l'occasion de remercier Anthony, Marie-Cécile et Louise de leur participation et de cette, j'espère, soirée intéressante pour les quelques centaines de personnes qui ont participé ce soir. Je voudrais remercier vraiment, avant de partir, évidemment, toute l'équipe de l'IRIS qui a organisé cette conférence depuis plusieurs semaines, et puis toute l'équipe qui a permis que techniquement, on arrive à faire cette espèce de triplex entre Paris et puis duplex entre Paris et Mexico. Tout a fonctionné, on est ravis. Et je vous remercie aussi et surtout toutes les personnes qui nous suivent et qui sont présentes dans ces vidéoconférences de l'IRIS ce soir comme les autres soirs. Voilà, j'espère que tout ça aura nourri les réflexions des uns et des autres, je n'en doute pas. Voilà, on aura certainement des échos que je ne manquerai pas de répercuter auprès de nos intervenants du soir. Voilà, je vous salue les uns et les autres et vous souhaite une bonne journée au Mexique et puis une bonne soirée en France. Et à bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci.